Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir dans la chaîne de la littérature marocaine. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour les nombreux témoignages de soutien que vous avez exprimés à l'endroit de cette entreprise. Je voudrais remercier plus particulièrement mes amis qui ont formulé des remarques relatives à l'aspect technique et je vous promets d'y remédier dans les prochains podcasts. Alors aujourd'hui, je vous convie à un nouvel écrivain, une nouvelle œuvre, un écrivain marocain qui est en train de se frayer son chemin dans le champ littéraire marocain qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Il s'agit de Mustapha Bouynienne et plus particulièrement de son roman, un de ses romans les plus marquants. Il s'agit de l'année de Bacchus, publié chez Virgule Éditions en 2020. Pour écrire un roman, il peut arriver qu'un écrivain s'inspire d'un fait divers. C'est le cas, par exemple, de Stendhal dans Le Rouge et le Noir, de Flaubert dans Madame Bovary, et évidemment la liste est loin d'être exhaustive. El Mustapha Bouynienne ne déroge pas à la règle. En effet, à l'origine de l'année de Bacchus, il y a un fait divers que l'auteur a découvert en feuilletant un quotidien marocain arabophone. Un jour de mai 1982, le site archéologique de Volubilis, la cité romaine se trouvant à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Meknès, se réveille sur une découverte pour le moins hallucinante, la disparition de la statue de Bacchus. Immédiatement, c'est le branle-bas de combat pour retrouver l'objet rare et précieux. Les habitants de Fartassa, un village paisible de la région, dont quelques jeunes travaillaient comme guides ou surveillants sur le site, payent un lourd tribut. Ils sont soumis à des interrogatoires musclés de la part de la gendarmerie royale et pour certains d'entre eux perdent la vie sous la torture. Voilà donc, de façon très sommaire, les faits, à partir desquels Bouynienne réussit à broder une fiction sans commune mesure avec le fait divers lui-même. D'autres l'ont fait avant lui. C'est le cas de romanciers marocains de langue arabe. Il s'agit en l'occurrence de Mohamed Amansour dans Dumou' Bakhous et Mohamed al-Ash'ari, le romancier et poète marocain dans Al-Qaws wal-Farasha. Cependant, Bouynienne réussit à faire de cet événement l'objet d'une intrigue à la fois personnelle et politique, en réussissant à articuler histoire individuelle et histoire collective. Il fait de Fartassa un microcosme véritablement de la société marocaine. Au-delà du cas précis de l'année de Bacchus, la marque de fabrique de Bouynienne est la mise en scène de destins individuels inscrits dans l'histoire collective et impactés par elle. Le romancier l'a déjà fait, en particulier dans De Fès à Kaboul et surtout de manière particulièrement brillante dans Des Houris et des Hommes. Cette inscription de parcours personnel dans une histoire politique donne à l'année de Bacchus une résonance humaine et le fait lui-même devient le révélateur de la complexité d'une psychologie qui tire sa force de sa fragilité même. De toute évidence, ce qui importe au romancier n'est pas la réalité factuelle, mais l'histoire vécue par des consciences qui perçoivent, des consciences tourmentées. Le petit peuple tente vainement de donner du sens à des événements qui manifestement le dépassent et dont il ne comprend pas la portée. Ce décalage entre la gravité de ce qui arrive
qui suscite d'ailleurs l'intervention de la plus haute autorité du pays, et la naïveté de gens simples, visiblement débordés par la tournure des événements, rend le roman hautement intéressant en lui conférant épaisseur et densité. À cet effet, ce dialogue entre Slam, le shir, et quelques habitants de Fartassa est édifiant. Je cite le texte. Il y a eu un vol à Qsar Fir'aoun la nuit dernière. Un vol? Mais qu'y a-t-il à voler dans ce champ de ruines? Une statue. Une statue, fit Aïssa le muezzin. Et c'est pour une statue qu'ils ont fait cette esclandre. C'est une statue d'une grande valeur, dit Slam. Quelle valeur? Rikana Ashur. Ce n'est que de la pierre. Fin de citation, page 54. La conscience des personnages sert donc de filtre au récit. Plutôt que de raconter des faits, Bohinian privilégie leur résonance subjective. Tout le roman met en scène la manière dont les habitants de Fartassa réagissent face à des événements qui s'imposent à eux, finissant d'une certaine manière à leur corps défendant par faire partie et devenir intégrant de leur vécu collectif. C'est ainsi que la cité romaine est appelée le palais du pharaon, je cite, car on avait longtemps cru que les ruines de Volubilis étaient des vestiges égyptiens. On savait désormais que c'était des ruines romaines, mais le pli était pris. On continua à l'appeler le palais du pharaon, page 17. Le titre du roman lui-même, L'année de Bacchus, est une expression forgée par les habitants de Fartassa qui ont ainsi érigé l'événement en jalon important de leur histoire collective. Je cite le texte, « Ce jour de mai de l'an de grâce 1982, qui allait devenir Am Bacchus, l'année de Bacchus, pour les gens de Fartassa, est resté marqué au fer rouge dont leur chair et leur esprit avaient commencé comme tous les jours. » Page 49. Pourtant, il ne faut pas aller vite en besogne en tirant la conclusion que Bohinian oppose dans une sorte de vision manichéenne les dominants et les dominés, le mkhzen et les petites gens, les bourreaux et les victimes. Cette idée, qui est aujourd'hui quasiment un lieu commun de la réception critique de la littérature marocaine, mérite d'être sérieusement relativisée. Dans l'année de Bacchus, Bohinian, en parfait maître de l'art de raconter, parvient à trouver un équilibre délicat entre la satire d'un système politique coercitif et la non-identification avec un peuple qui n'est pas tout à fait innocent. Il n'est pas exempt de tout reproche, car complice par ses lâchetés et ses silences. Plus intéressant encore, ce sont les personnages eux-mêmes qui opèrent comme des révélateurs de ces compromissions. Il serait long de faire ici l'analyse détaillée de cet aspect ô combien important du roman. Il suffit de s'intéresser cependant de près à deux personnages représentatifs de cette attitude. C'est le cas de Hassaniya Moqtot, ce personnage attachant dont la folie autorise tous les excès. C'est le cas aussi de Tahar, enfant de 12 ans qui perd la vie écrasé par une voiture, tout comme son père Mouha le gardien, mort sous la torture. Tahar est le seul à faire face avec courage et dignité aux représentants du pouvoir, dévoilant ainsi la veulerie des adultes. Mais le roman est surtout intéressant par la description du processus qui conduit Tariq de la colère au pardon, en passant par toute une gamme de passions comme la haine, le ressentiment, le ressassement, et la liste est longue. La résilience, terme qui vient du champ de la physique et désigne la capacité d'un objet à absorber un choc, est décrite comme un long cheminement personnel, fruit d'une longue et difficile conquête de soi et de mise à distance du monde. La résilience n'est pas l'oubli, mais le souvenir dépassionné. Tariq n'est pas le seul dans ce cas.
Hadda, la femme de Mouha et la mère de Tahar, dont je viens de parler à l'instant, l'exprime de façon naïve et très touchante. Quand, plusieurs années plus tard, après le drame, un gendarme vient lui demander pardon. Elle lui répond, je cite le texte, « Ce n'est pas à moi de pardonner ou de ne pas pardonner. La mort de mon époux et celle de mon fils est une affaire qui est maintenant entre les mains d'Allah. C'est à lui d'en juger. » Page 135. Et Mimoun, qui a fait l'expérience du bagne mouroir de Tazmamart, s'en souvient avec détachement. Je cite le texte, il parlait d'une voix calme, dépourvue de toute amertume, de toute rancune. Je m'étais attendu à rencontrer un homme triste et amer, il n'en était rien. L'ami de mon père racontait ce qu'il avait enduré en souriant et concluait chaque propos par « Alhamdulillah, Allah ysamh al-jami', louange à Dieu, qu'Allah pardonne à tout le monde ». Page 137. L'exemple de Tariq est plus intéressant encore. Sa résilience est pour ainsi dire littéraire. Je m'explique. En faisant l'expérience de l'amour avec Jade et en prenant conscience que le ressentiment ne détruit que la personne qui le ressent, Tariq se réapproprie son histoire en devenant un narrateur qui trouve la juste distance avec les faits racontés. Tariq n'a rien oublié de son histoire, mais il s'en souvient et la raconte avec le sentiment d'avoir enfin trouvé les mots qui conviennent. Je cite le texte, « Une intense lucidité me faisait revoir les moindres événements comme s'ils dataient de la veille. Les mots coulaient de ma bouche avec fluidité et je sentais que c'étaient les mots justes. » Page 111. La résilience de Tariq donne ainsi la mesure de l'importance de la littérature dans la vie. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel écrivain et une nouvelle œuvre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.